Bonjour à tous, nous laissons les participants arriver. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre, on vous en remercie et je vais tout de suite donner la parole à Guillaume de Baudard qui va introduire cette webconférence. Oui, bonjour à tous. Guillaume de Baudard. Vous êtes très nombreux puisque vous êtes plus de 400 inscrits. C'est la deuxième webconférence qu'organise la plateforme RSE sur le sujet des labels RSE sectoriels. Il y avait eu les retours du groupe de travail en mars dernier, déjà un premier webinaire. Là, on fait le second qui va être consacré à deux sujets principaux en lien avec des organisations professionnelles et Sandrine Cadic de la plateforme RSE. Le premier, ça va être le contenu des référentiels qui conduisent à cette labellisation, premier sujet. Et deuxièmement, comment élabore-t-on ces référentiels et notamment quel est le rôle des parties prenantes. Voilà. Donc, comme intervenant, Sandrine Cadic, qui est chef de projet à la plateforme RSE, interviendra sur des retours de ces travaux. Nous avons la participation pour l'UNICEM, qui est la fédération, la chambre syndicale des carrières, qui est secrétaire général de l'association UNICEM Entreprises Engagées. Nous avons également la participation de Benjamin Perdreau, qui est directeur adjoint en charge de la RSE de la coopération agricole, et moi-même qui suis vice-président de la plateforme RSE au titre de la CPME, donc des PME. Techniquement, on ne pourra pas vous voir et vous ne pourrez pas poser verbalement des questions. Donc, dès que vous avez des questions, vous les posez sur le chat et on vous donnera la parole. La séance se terminera comme prévu à 13h15 et on essaiera et on le tiendra que nos intervenants aient terminé leur intervention globale à 13h pour vous laisser 15 minutes de questions et 15 minutes de réponses. Et je vous indique, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, que évidemment le replay sera disponible comme à chaque fois qu'il y a un webinaire de la plateforme RSE. Donc voilà, pour l'organisation de la séance. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme RSE, c'est une instance qui est abritée par France Stratégie et qui s'occupe principalement des sujets et de la promotion de la RSE. Elle a une originalité, c'est qu'elle a une constitution extrêmement variée puisqu'on y retrouve un collège d'entreprises avec les organisations professionnelles qui les représentent de type MEDEF, CPME. On a aussi les artisans, les entreprises de propreté. On a les 5 centrales représentatives des syndicats de salariés plus l'UNSA. On a un certain nombre de représentants des ONG, donc vous voyez apparaître un certain nombre de noms, et vous avez aussi une association Léo Lagrange de consommateurs. Vous avez des chercheurs et des académiques, ainsi que des spécialistes de la RSE dans le pôle chercheur, et on a un certain nombre d'institutions, notamment une députée de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat, des régions, etc. Ce que vous voyez, et les chambres consulaires également. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui est vraiment d'actualité, c'est le sujet des labels. Vous vous souvenez peut-être qu'il existe 4 types de labels RSE d'entreprise: les labels généralistes, les labels territoriaux, les labels thématiques de type achat responsable, et notre sujet à nous qui est le sujet des labels sectoriels. C'est un sujet qui monte en puissance, ce sujet des labels, notamment par la loi Pacte, et on voit que l'approche sectorielle est de plus en plus privilégiée parce que, vous avez bien compris, par exemple, sur le sujet environnemental, qu'entre un secteur de l'industrie ou un secteur des services, les impacts ne seront pas les mêmes. On sait qu'il y a un grand besoin de clarification sur cette profusion de labels et c'est un peu l'objectif des travaux de la plateforme sur ce sujet. Alors, concernant l'avis qui a été présenté au mois de mars, donc on a retenu qu'il y avait 4 types de labels, je viens de vous le dire. On a défini le label RSE comme une attestation de garantie délivrée par une tierce partie
qui caractérise la démarche RSE mise en œuvre par une entreprise au sens des lignes directrices ISO 26000. Donc, vous avez deux choses à retenir, c'est qu'il y a une robustesse avec un organisme tiers indépendant et quasiment à 100% des cas, ces référentiels s'appuient sur la norme ISO 26000. La plateforme a fait 24 recommandations qu'on vous passe, mais vous notez que le point central, s'il fallait retenir un terme, c'est la robustesse. Alors, concernant le bilan de l'expérimentation, c'est là, Sandrine, je pense que je vous passe la parole. Merci Guillaume. Tout à fait. Donc, vous avez mentionné, on a eu une première webconférence au mois de mars qui avait pour objet de présenter l'avis de la plateforme RSE et nous avons souhaité revenir sur le bilan lui-même de l'expérimentation et avoir le témoignage de ces deux fédérations. Donc, quelques mots sur les principales dates de cette expérimentation qui a été lancée en 2018 et qui s'est terminée fin 2019. Donc, il y a eu un appel à candidature. 18 fédérations se sont lancées dans cette expérimentation. Dans un premier temps, 12 fédérations rejointes ensuite par 6 autres, qui nous ont transmis donc des bilans semestriels, 3 bilans pour les 12 premières fédérations au mois de novembre 2018, en 2019 et fin 2019. Ces bilans sont importants car ils nous ont permis de revenir sur les chiffres clés de l'expérimentation, voir quelles sont les réussites, les difficultés, les facteurs de réussite également dans le cadre de cette démarche et évaluer les attentes des fédérations et des entreprises. À la suite de cette expérimentation, nous avons créé le groupe de travail qui a pu travailler et compléter ce bilan de l'expérimentation par de nombreuses auditions pour permettre la publication de l'avis en mars dernier. Donc, vous voyez 18 fédérations engagées, 18 secteurs. Donc, vous voyez les logos apparaître. Je vais en nommer quelques-unes. Vous avez les métiers de la communication avec la ACC, les industries de la détergence avec la FIS, le club Génération Responsable, Réussir, UNICEM qui est ici présent, la coopération agricole, l'Institut national de la relation client, le SNADOM, qui est tout ce qui est des associations d'assistance médico-technique à domicile, le SINOFDES, organisme de formation de l'économie sociale, l'UNIC pour les industries de l'impression et de la communication, Vignerons engagés, la CNAIB, la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et des spas, Couras, Demain la Terre, Synabio, le Syntec, Unibev. Donc, vous voyez 18 secteurs représentés qui ont répondu à un appel à candidature qui était assez cadré avec des exigences concernant l'élaboration du référentiel lui-même et notamment le rôle des parties prenantes qui était souligné, les exigences relatives à la délivrance, à l'attribution du label, soit par un OTI, soit via un comité de labellisation et évidemment le rôle de l'organisme tiers indépendant, en particulier pour la revue du référentiel et l'évaluation des entreprises. Donc, au bout de ces 18 mois, on a noté évidemment des réussites et des points ont été soulignés par les fédérations. À noter que ces fédérations réunissent 12 000 entreprises adhérentes et que 63% ont moins de 10 salariés. Donc, on voit que ce référentiel vraiment est concerné en particulier les PME et les TPE. Quelles réussites ont été soulignées? L'accroissement de la visibilité des démarches de labellisation, l'accompagnement des fédérations est plus construit et plus mature. On a pu voir tout au long de ces 18 mois une offre, on va dire, d'accompagnement proposée par les fédérations qui s'est élargie, notamment en proposant des webinaires, des formations, en proposant également parfois la constitution d'un club, des entreprises labellisées. Donc, un accompagnement qui s'est vraiment élargi et qui accompagne l'intérêt grandissant des entreprises. On peut noter également la montée en compétences des entreprises de manière globale sur ces questions de RSE et notamment des collaborateurs au sein des entreprises labellisées. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un résumé de ce qui a pu ressortir au cours de ces 18 mois. Il reste évidemment des attentes en matière de visibilité et de reconnaissance, notamment des donneurs d'ordre privés et publics, des attentes pour des référentiels robustes, pragmatiques, adaptés au secteur. L'accompagnement et le soutien financier apparaît également comme un point essentiel souligné par les fédérations professionnelles et les questions d'homogénéisation des pratiques d'audit a également été notées. Enfin,
des besoins en termes de convergence et de synergie des labels. Donc voilà, résumer rapidement ces points et qui vont permettre ensuite de pouvoir enchaîner sur le contenu même des référentiels. Donc, pour revenir, et avant de donner la parole à Benjamin sur le référentiel développé par la coopération agricole, nous souhaitions quand même partager avec vous ce qui est ressorti en tout cas du bilan des 18 fédérations engagées dans cette démarche. On le voit, 18 secteurs représentés, mais toutes s'appuient sur l'ISO 26000 qui apparaît vraiment comme la base normative. Donc, on va retrouver les 7 questions centrales avec une structuration qui va varier suivant les référentiels, notamment la question centrale des droits de l'homme va apparaître en général, va être regroupée avec celle de la gouvernance ou du social, suivant les référentiels, mais on va retrouver ces questions centrales. Enfin, on peut noter peu de références à d'autres référentiels, très rarement, que ce soit les ODD ou le reporting, les référentiels de reporting comme la GRI. Une reconnaissance et synergie avec les autres certifications existantes qui est mise en avant. Ici, l'idée, c'est qu'une entreprise qui peut justifier, par exemple, de l'obtention d'une autre certification, par exemple le label égalité, va pouvoir valoriser cette obtention dans le cadre de sa démarche d'un label RSE plus global. Le nombre de thèmes ou de critères évalués varie. On va noter entre 20 et 60 critères et le nombre d'indicateurs peut aller, lui, jusqu'à 300 indicateurs. Donc là, il est important de noter qu'on va avoir différents types d'indicateurs. Des indicateurs, on va dire, plus qualitatif, où là, on va s'intéresser aux dispositifs et aux processus mis en place avec des preuves documentaires. Nous allons avoir des indicateurs plus quantitatifs, mesurables, où qu'on va pouvoir suivre dans le temps, avec 2 types, des indicateurs plutôt de suivi d'une politique mise en place, par exemple le pourcentage des salariés sensibilisés ou la part des achats réalisés localement. Et plus rarement, nous allons avoir des indicateurs avec des exigences de résultats. Par exemple, on peut noter, pour obtenir un certain degré, le degré excellence, l'entreprise devra avoir, par exemple, un taux d'absentéisme inférieur à 4%. Donc, juste, c'est important de rappeler que les critères et les indicateurs et le type d'indicateur que l'on va retrouver va varier, mais va recouvrir l'ensemble des domaines de l'ISO 26000. Donc là, juste pour illustrer quelques critères que l'on peut retrouver, donc vous retrouvez vos thématiques de l'ISO 26000, que ce soit gouvernance avec des critères autour des enjeux de communication interne, d'implication des salariés, formalisation et déploiement de la démarche, dialogue parties prenantes, veille, plus rarement sur l'innovation, la rémunération des dirigeants, des critères qui vont concerner la loyauté des pratiques et les enjeux autour des consommateurs, qui sont souvent regroupés, on va dire, dans un volet intitulé, on va dire, le volet économique, avec la promotion de la responsabilité sociale dans la chaîne de valeur, mais également des questions de concurrence loyale, lutte contre la corruption. Pour les consommateurs, cela va concerner les enjeux de services après-vente, les litiges. Plus rarement, protection des données, on y reviendra rapidement, éducation et sensibilisation. Enfin, on retrouve les critères autour des enjeux sociaux, plus classiques, les communautés locales ou enjeux sociétaux, et enfin, environnement, avec les enjeux climatiques pris en compte, l'utilisation durable des ressources, la question des déchets, prévention de la pollution, plus rarement les enjeux de biodiversité. Un focus rapide avant de donner la parole à Benjamin sur le numérique. Il est intéressant de voir que sur une thématique, et c'est un critère qui apparaît tout de même dans les référentiels, pour la moitié des référentiels, avec un angle données personnelles, que ce soit la protection des données personnelles des salariés et des consommateurs, et également, dans le cadre de 3 référentiels, la question des enjeux environnementaux du numérique est mis en avant avec, par exemple, promouvoir l'utilisation de sites web, pouvoir évaluer les impacts sociaux et environnementaux des prestations web destinées aux clients, ou enfin, pour des référentiels destinés à vraiment des très petites entreprises, l'optimisation de l'usage des mails, le ciblage des recherches Internet, par exemple, ou l'éco-conception du site web. Donc, c'est vraiment pour illustrer que là encore, on voit que les thématiques évoluent et que c'est un sujet aujourd'hui de plus en plus pris en compte. Donc, voilà brièvement des exemples de critères et je vais tout de suite donner la parole à Benjamin pour témoigner et nous expliquer
et le référentiel développé par la coopération agricole. Merci Sandrine pour ce propos liminaire. Donc effectivement, la coopération agricole, on s'est lancé dans cette expérimentation puisque c'était un peu une suite logique de notre engagement déjà depuis une dizaine d'années sur ces sujets de RSE. La coopération agricole, on est qui? On est une organisation professionnelle qui rassemble les 2300 coopératives agricoles et agroalimentaires de France. Une coopérative agricole, c'est quoi? C'est une structure qui a été créée, qui appartient et qui est dirigée par des agriculteurs. Donc, les coopératives agricoles représentent 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français, on les cible à peu près à ça. Une marque sur 3 est coopérative, et on a voilà, quelques chiffres, 600 coopératives qui sont engagées dans le bio. Donc, si on veut aller un peu plus loin, au-delà de cette présentation rapide, donc je vous disais, nous, c'était vraiment la suite logique d'un engagement de longue date sur le sujet de la RSE. Depuis plus de 15 ans, on travaille sur ces questions-là avec le développement d'un outil en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le 3D, Destination de Développement Durable, qui est un outil de diagnostic pour les entreprises de l'agroalimentaire sur la RSE, le développement durable. Donc, on a aujourd'hui plus de 550 diagnostics qui ont été réalisés là, sur ces 10 dernières années. Donc, voilà, un outil quand même de sensibilisation assez performant. On a aussi beaucoup travaillé côté de la coopération agricole sur les travaux de normalisation. Et on est arrivé en janvier 2020 avec la publication de l'ISO 26030, qui est la première déclinaison de l'ISO 26000 pour le secteur de l'agroalimentaire. Donc voilà, qui partait d'un texte français à la base. Et donc après, on propose pas mal d'outils différents pour essayer d'embarquer le maximum de coopératives dans ces démarches RSE. Donc on a un MOOC RSE agroalimentaire, on a déjà fait 3 saisons, on lance la saison 4, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur FunMOOC, qui a déjà rassemblé plus de 12 000 participants. On a fait aussi des guides du reporting pour expliquer quels indicateurs étaient intéressants, cette analyse de risque ou de matérialité, qu'est-ce que ça veut dire. On a aussi publié des recueils de bonnes pratiques sur les ODD. Allez sur notre site internet, vous trouverez tout, tout est disponible. Et pourquoi nous, on s'engage sur ces questions de RSE au sein de la coopération agricole, dans ce secteur de l'agroalimentaire, on avait pas mal de labels justement dans ce secteur d'activité qui ont participé à l'expérimentation, parce qu'il y a des enjeux assez forts derrière, parce que c'est des enjeux derrière de différenciation sur les marchés. Mais aussi, ce qu'on sent, c'est dans les prochaines années, c'est que ce sera une condition d'accès à certains marchés. Par exemple, pour les marques de distributeurs, quand vous achetez un yaourt Carrefour, on sent bien qu'il y a des tendances quand même à ce que le fournisseur doit être un minimum RSE pour pouvoir travailler avec ce distributeur. Mais se pose aussi la question de la création de valeur. On est engagé dans une démarche RSE. Est-ce que derrière, moi, fournisseur, coopérative, je vais pouvoir le vendre plus cher? Donc là, pour l'instant, on a une grosse interrogation sur ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que cette expérimentation sur les labels RSE peuvent être intéressantes puisque ça permet de connaître et de faire reconnaître les entreprises qui sont engagées dans ces démarches. Donc, on peut aller un peu plus loin. Donc, historiquement, on est assez proche de l'AFNOR, puisqu'on a... Oui, je parle trop vite, mais j'ai que 10 minutes. Donc, je vais essayer d'aller... Je vais essayer de dire ce que j'ai à dire en 10 minutes. Donc, on travaille beaucoup avec AFNOR, aussi bien sur le 3D, ce dont je vous ai expliqué, que sur la normalisation avec l'ISO 26030. Et on était déjà pas mal en discussion avec eux, donc on s'est basé sur l'outil Engagé RSE, développé par AFNOR Certification, que je pense la plupart de vous connaissent autour de la table. Donc plus de 1000 évaluations menées sur 2007, et c'est vrai que sur l'ensemble de ces évaluations, on constate que le secteur de l'agroalimentaire est le plus présent. Cet outil, si vous ne le connaissez pas, en fait, va se baser sur une évaluation aussi bien des pratiques que des résultats, tout en intégrant une interview de, à minima, 5 parties prenantes. Donc voilà, nous, on a repris cet outil d'AFNOR, puis on a intégré après des éléments issus de l'ISO 26030 sur lesquels on travaillait en parallèle, et on faisait des renvois vers d'autres référentiels. Donc Sandrine l'évoquait tout à l'heure, on est peut-être un des rares à avoir fait ces liens-là, donc aussi bien avec les objectifs de développement durable, avec les indicateurs qui sont proposés dans la GRI, que l'article 225 qui régit tout ce qui est DPEF en France et le guide du reporting qu'on avait fait du côté de la coopération agricole pour montrer que ce qui est demandé dans ce label coopérative so-responsable, ce sont des éléments, des briques qui existent déjà un peu à droite et à gauche dans une démarche RSE menée par une coopérative. Si on regarde sur la slide après, et puis une deuxième fois, parce que
Je n'avais pas vu l'animation. Donc, comment se décompose ce référentiel coopératif sur responsable? À nouveau, pour ceux qui connaissent Engagé RSE, c'est la même structuration. On a donc les 5 premières parties qui sont une évaluation des pratiques. Donc, on va questionner déjà l'approche stratégique, la vision en termes de responsabilité sociétale. Et un sujet important pour les coopératives, puisqu'on a un modèle de gouvernance particulier, c'est la gouvernance de la structure. Ensuite, on aura toute la partie sur comment on met en place cette démarche RSE, donc les responsabilités de chacun, le plan d'action, la veille, donc on va dire tout le support à la mise en place de cette stratégie RSE. Puis ensuite, on va avoir le volet social, ressources humaines, relations, conditions de travail, le volet 4, qui est vraiment le cœur du sujet, mode de production, de consommation durable, questions relatives aux consommateurs, puis le volet 5 aussi, ancrage territorial, communauté et développement local. Donc voilà, on a vraiment repris l'ensemble des sujets engagés RSE, mais on l'a repris avec les enjeux particuliers de l'agroalimentaire et du modèle coopératif. À noter qu'on retrouve l'ensemble des enjeux, l'ensemble des questions centrales de l'ISO 26000 dans ce référentiel. Et donc après, il y avait la partie indicateurs, donc économiques, environnementaux et sociaux. L'évaluation finale se fait sur 1000 points. Sur chaque critère, donc vous avez une 60aine de critères, je crois bien, on va vous noter sur 100 points et on va utiliser un système qu'on utilise dans d'autres référentiels comme l'EFQM. Donc c'est un système de notation en PDCA où on va vérifier comment vous avez planifié ça, comment vous avez déployé, comment vous avez attesté la performance de votre action et puis après comment vous imaginez aussi une amélioration. On a 3 niveaux dans notre label. Il faut à minimum avoir 401 points pour obtenir un label. Puis après, vous avez des niveaux progressifs, bien sûr. Au-dessus de 700 points, c'est quand même assez difficile d'obtenir une telle note. Et ce qu'on a, on a une équivalence avec le label engagé RSE d'AFNOR Certification. Quand vous passez le référentiel coopératif sur responsable, vous avez aussi le label engagé RSE. À droite, vous voyez la répartition des points entre ces pratiques, où sur 1000 points, en fait, il y en a 700 points qui sont liés aux pratiques. Et sur les résultats, on a choisi de mettre 300 points. Et si on va après sur comment, dans le temps, c'est un dispositif, le label. Il vous reste 2-3 minutes. C'est mon avant-dernière slide, donc c'est très bon. On a un dispositif de reconnaissance qui est valable pour 3 ans. On se pose la question, en fait, au milieu de cette durée, soit d'aller sur un suivi, donc ça veut dire que la note qui est obtenue, on va la prolonger, mais on va juste vérifier assez, on va dire plus légèrement, si la dynamique RSE est toujours présente, on a toujours la même dynamique dans l'entreprise. Donc ça, voilà, ça prolonge de 18 mois la note qu'on avait obtenue en T0 à l'évaluation initiale. Si au bout de 18 mois, une deuxième option possible, on peut se refaire noter, donc sur 1000 points, si on pense qu'on a une maturité RSE qui a fortement évolué. Donc là, on fait un renouvellement. Donc voilà, c'est 3 ans le label, mais se pose la question à 18 mois, c'est est-ce qu'on fait seulement un suivi, donc on conserve la même note, ou est-ce qu'on fait un renouvellement, et là, on peut avoir potentiellement une meilleure note. Et si on va après, donc nous, pour surtout cette expérimentation, et sur l'avis qui a été rapidement présenté, nous, côté la coopération agricole, on se reconnaît dans la plupart des recommandations qui ont été effectuées. Il y en a déjà un grand nombre qui sont présents dans notre label. Certains éléments, de toute façon, doivent être intégrés. Ils ne sont pas présents aujourd'hui dans le label, donc là-dessus, on va être vigilant. Mais vraiment, aujourd'hui, on est en attente de la suite de cet avis. Et est-ce que, in fine, on aura une reconnaissance par les pouvoirs publics de ces labels RSE sectoriels comme prévu par la loi Pacte. Et en tous les cas, nous, on est en attente de ça, mais on poursuit notre engagement sur ces questions RSE en droite ligne avec notre raison d'être qu'on a adoptée en tout début d'année et qui est entièrement engagée sur ces sujets de transition. Merci Benjamin. On va tout de suite passer la parole à Isabelle. Donc, je vous rappelle le sujet, élaboration, comment élaborer ce référentiel et quel est le rôle des parties prenantes. À vous Isabelle. Oui, bonjour à tous. Merci à la plateforme RSE pour son invitation. Voilà, donc 2 petits mots de présentation pour l'UNICEM pour démarrer. Donc, l'UNICEM, c'est l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. C'est une fédération professionnelle qui réunit les industries extractives de roches et de minéraux.
les fabricants de matériaux de construction et les entreprises de valorisation de déchets inertes. L'UNICEM et ses syndicats de branche ont créé l'association UNICEM Entreprises Engagées qui pilote les démarches de progrès de la profession, la charte environnement depuis fort longtemps, depuis déjà 2004, et la charte RSE qui est notre label RSE, qui va d'ailleurs bientôt changer de nom pour porter le nom de label RSE, qui elle a été lancée en 2017. Donc cette association UNICEM Entreprises Engagées pilote les démarches, mais accompagne également ses adhérents en proposant des formations, des webinaires, des guides, du conseil individuel et du conseil collectif. On va passer à la slide suivante. Alors, la démarche RSE de l'UNICEM, donc, qui est née en 2017, mais elle est née suite à une réflexion qui a été lancée en 2014 à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de la charte environnement et qui nous a amené à poser le constat d'une évolution des attentes de la société. Donc aujourd'hui, une entreprise ne doit pas seulement être performante sur le plan environnemental et économique, mais une entreprise doit aussi être socialement équitable, bien intégrée au sein de son territoire et pouvoir dialoguer, écouter ses parties prenantes. Donc nous avons souhaité proposer un cadre d'engagement, non pas encore, désolé, un cadre d'engagement à la RSE pour nos adhérents qui soit pragmatique, concret, qui leur permettent à la fois de faciliter leur engagement à la RSE, de se familiariser avec la RSE, parce que la RSE, c'est quand même pas quelque chose de tout à fait évident pour toutes les entreprises au départ, qui leur permettent donc de progresser sur tous les piliers de la RSE et de valoriser leurs actions à travers un label que dont nous souhaitons qu'il soit reconnu par l'État comme prévu dans le cadre de la loi Pacte. Et notamment, nous attendons de ce label qu'il soit reconnu dans le cadre de la commande publique et privée, c'est-à-dire qu'il puisse mettre en avant les entreprises mieux disantes. Donc, juste 2 mots sur notre référentiel. C'est un référentiel qui est bien entendu compatible avec l'ISO 26000, qui fait référence aux ODD. C'est un référentiel qui porte sur tous les sujets de la RSE appliqués à notre secteur d'activité. Donc, nous avons 5 thématiques principales au sein de notre référentiel et 5 axes et une trentaine de thématiques. Il est bien entendu évalué par un organisme tiers indépendant. C'est une évaluation qui a lieu sur site tous les 3 ans, avec une évaluation intermédiaire documentaire. Et puis, le label est ensuite obtenu en fonction de la note. Donc, c'est un label à palier, avec un niveau engagement, progrès, maturité et puis le dernier niveau, le niveau exemplarité. Slide suivant. Donc aujourd'hui, notre association réunit plus de 1600 adhérents. Donc on a 978 sites qui sont engagés dans la démarche RSE, 730 sites qui sont engagés dans la démarche environnement. Et ce succès, on le doit surtout à nos parties prenantes. Donc, je vais en venir aux parties prenantes, puisque c'était le sujet principal de l'intervention. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Nos parties prenantes. Donc, nos parties prenantes, nous entretenons un dialogue très régulier avec elles. Nous les réunissons au sein d'un comité des parties prenantes 1 fois par an et nous réunissons également un comité d'évaluation 2 fois par an. Nos parties prenantes sont constituées à la fois de représentants de la profession, des organismes tiers indépendants qui évaluent le label RSE, d'associations, de fédérations clientes, type FNTP par exemple, mais également des pouvoirs publics et d'organisations représentatives du personnel. Alors, quel est le rôle de nos parties prenantes ? Donc, nos parties prenantes ont d'abord participé à la construction du référentiel. Donc, notre référentiel, nous l'avons construit avec l'aide d'un organisme tiers indépendant, le CERIM, et nous avions associé à l'élaboration de ce référentiel nos parties prenantes internes, pour commencer. Donc là, nous avons mené une très vaste concertation à la fois au sein des commissions de l'UNICEM, les commissions thématiques de l'UNICEM, mais également au sein de toutes les UNICEM régionales pour pouvoir bâtir un référentiel qui corresponde aux attentes de nos adhérents et qui leur permette véritablement de progresser et de valoriser leurs actions.
Au moment de la construction du référentiel, nous avons également consulté et pris l'avis de nos parties prenantes externes. Et puis, in fine, nous avons fait valider notre référentiel par un second organisme tiers indépendant, l'AFNOR. Alors, nos parties prenantes jouent aussi un rôle dans l'évolution et dans la vie de la démarche. Elles participent à l'attribution des labels. Donc, en fait, une fois que les entreprises ont été auditées par un organisme tiers indépendant et qu'elles ont obtenu donc ces positionnements, engagement, progrès, maturité, exemplarité, eh bien, celles qui sont prépositionnées au niveau maturité et exemplarité sont présentées à ce comité d'évaluation qui est constitué de parties prenantes. Et c'est ce comité d'évaluation qui va valider l'attribution du label. Nous avons souhaité cette démarche dans un souci à la fois de transparence et pour faire connaître et valoriser les actions des entreprises dans le cadre de cette démarche label RSE. Nos parties prenantes, elles jouent également un rôle important à travers le comité des parties prenantes. Elles nous challengent et elles nous ont permis de faire évoluer la démarche à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment un dialogue tout à fait constructif. Donc, je vais vous donner 3 exemples. L'exemple de la notation d'abord. Donc, au départ, pour obtenir un positionnement, il fallait que l'entreprise ait obtenu une certaine moyenne. Et puis, nos parties prenantes ont constaté, notamment à travers le comité d'évaluation, que cette moyenne pouvait cacher de fortes disparités. Donc, elles nous ont suggéré d'associer à cette moyenne des paliers. Et par exemple, pour obtenir le niveau exemplarité, aujourd'hui, il faut non seulement avoir une moyenne supérieure à 80%, mais il faut également que les entreprises n'aient pas une note inférieure à 5 sur 10 sur aucune des thématiques. Nos parties prenantes nous ont également suggéré de mettre en place un processus de réclamation, ce qui a été fait, et nous ont également suggéré d'élaborer un guide de l'évaluateur, puisque la particularité de la démarche INSEM, c'est que nous avons plusieurs organismes tiers indépendants qui évaluent les démarches, et afin de pouvoir harmoniser les pratiques d'audit et d'évaluation, donc nos parties prenantes nous ont conseillé d'élaborer un guide, ce que nous avons fait. Voilà, très rapidement brossé, hein, le temps est très, très, très court quand on doit parler de cette démarche. Et peut-être un petit mot pour dire que nous avons accueilli nous aussi très favorablement le rapport de la plateforme RSE, qui a suivi de peu d'ailleurs le rapport proposé par la DG Trésor. Ces 2 rapports vont dans le même sens. Et prévoit une reconnaissance des labels sectoriels RSE pour peu qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Il y a question d'ailleurs d'une charte qui mettrait en exergue un certain nombre de principes. Donc nous, à l'UNICEM, on est prêts. On est compatible avec les principes de cette future charte et on attend qu'une chose, c'est cette reconnaissance. Et nos entreprises sont vraiment très impatientes d'obtenir cette reconnaissance parce que s'engager dans une telle démarche, c'est beaucoup d'efforts. Et ces efforts, ils méritent d'être valorisés, non seulement à travers l'attribution d'un label, mais un label qui puisse également leur permettre d'obtenir des contreparties, notamment dans les marchés publics. Merci beaucoup, Isabelle. Il y a 2 questions pour vous et il faut y répondre rapidement. La première, c'est qui paye l'accompagnement et les audits? Est-ce que c'est l'UNICEM ou les entreprises? Et la deuxième, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples sans tout détailler de vos parties prenantes, par exemple pour les ONG, etc. Vous êtes bien sûr. Oui. Alors, en ce qui concerne les audits RSE, les audits RSE sont financés par les entreprises, mais en amont, au moment où nous avons fait l'appel d'offres pour retenir les organismes tiers indépendants, nous avons cadré ce point des prix et nous avons aussi incité les organismes tiers indépendants à prendre en compte le fait que certaines entreprises étaient déjà certifiées ISO 14001 ou étaient déjà engagées dans la démarche environnement, ce qui pouvait alléger une partie des audits. Voilà pour le premier point. Et le second point, c'est qui sont nos parties prenantes. Alors, il me semble que j'ai abordé le point
au début de ma présentation. Donc, nous avons des associations type Humanité et Biodiversité, type ORE. Nous avons des fédérations partenaires, type la FNTP ou France Chimie. Nous invitons également les pouvoirs publics à travers la DGALN, par exemple. Au titre des organisations représentatives du personnel, nous avons la CFDT qui participe très régulièrement à notre comité des parties prenantes. Et puis, bien sûr, nous avons notre première partie prenante, c'est quand même la profession. Donc, nous avons des représentants de nos branches et de nos entreprises au sein du comité des parties prenantes. Et puis, bien sûr, les différents organismes tiers indépendants qui réalisent des audits. Alors, j'ai une question à vous poser et puis à Benjamin, et en essayant de répondre aussi rapidement, c'est quel est l'accueil des acheteurs sur cette démarche, si vous avez des choses à dire là-dessus, puis ensuite Benjamin, mais assez rapidement, s'il vous plaît. La réponse des acheteurs ou les réactions des acheteurs par rapport à vos démarches, des grands donneurs d'ordre. Benjamin, tu veux? Je pensais que c'était pour toi, Isabelle. Mais non. Je le disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on voit de plus en plus que la RSE, dans le secteur agroalimentaire, je parle de ce dont je connais, devient au fur et à mesure un prérequis pour travailler avec certaines structures. Et on a vraiment une problématique de création de valeur avec ces démarches RSE. Donc, aujourd'hui, oui, ok, on va être écouté, mais pris en compte, pas forcément. Très bien. Alors, pour ma part, j'aborderai le point de la commande publique, qui est un point dont nous avons souvent eu sur lequel nous avons eu souvent l'occasion d'échanger. Donc, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une meilleure reconnaissance de ces démarches dans le cadre de la commande publique. Effectivement, ces démarches, c'est les entreprises mieux-disantes, les entreprises vertueuses qui les conduisent, et nous souhaiterions qu'elles soient mieux reconnues. Alors, on voit que dans le cadre de la loi climat et résilience, il commence à y avoir quelques avancées sur les aspects environnementaux, sur les aspects sociaux, mais nous, on pense que ce n'est pas encore suffisant et que c'est véritablement les politiques d'entreprise, donc les entreprises labellisées, qui devraient être davantage reconnues. Après, on voit effectivement que de plus en plus, les acheteurs privés, etc., demandent aux entreprises quelles sont leurs politiques RSE. Donc, quand elles sont engagées dans ce type de démarche, elles sont en mesure et mieux armées pour répondre à ces demandes-là. Et pour faire le lien, parce que j'ai vu passer une petite question là, il y a quelques temps sur la plateforme Impact lancée par Olivia Grégoire, nous, on pense qu'il y a un lien évident entre ces démarches-là et la plateforme Impact, qui est destinée à permettre aux entreprises de valoriser leurs indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et que cette plateforme Impact doit aussi pouvoir promouvoir les entreprises labellisées, puisqu'elle a pour objectif, cette plateforme, d'être ouverte au grand public, mais également ouverte aux acheteurs qui pourront du coup aussi puiser ou trouver des sources d'inspiration quant aux entreprises dans lesquelles elles souhaitent faire appel. Alors, on a aussi une question sur les financements, de l'accompagnement, etc. Est-ce que vous avez obtenu des aides publiques ou est-ce que vous faites bénéficier vos adhérents de prix meilleurs, etc. Enfin, voilà, comment l'aspect accompagnement financier ou financement public, etc. Nous avons créé donc, cette association UNICEM Entreprises Engagées, qui est donc une structure à l'intérieur de l'UNICEM. Nos adhérents payent une cotisation et grâce aux cotisations qui sont payées par ces adhérents depuis de très, très nombreuses années, puisque l'association porte le nom d'UNICEM Entreprises Engagées depuis 2017, mais auparavant, c'était la Charte environnement des industries de carrière. Donc, grâce à ces cotisations, eh bien, nous pouvons financer de la formation, nous pouvons financer l'élaboration de guides
Nous pouvons financer des opérations d'accompagnement. D'ailleurs, en ce moment, on a une opération d'accompagnement à la RSE dans 6 régions, avec des ateliers collectifs et des accompagnements, 2 jours d'accompagnement individuel. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une association dédiée au pilotage et à l'accompagnement des adhérents. Mais pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas spécifiquement fait appel à des fonds extérieurs. Okay. Côté la coopération agricole, à peu près la même chose, hein, sur pas de prise en charge de tout ce qui est évaluation pour obtenir le label. Par contre, effectivement, hein, une des principales missions de notre organisation professionnelle, c'est d'accompagner les coopératives sur ces sujets de transition. Donc là-dessus, j'ai déjà évoqué, mais on développe pas mal d'outils pour essayer d'embarquer le maximum de coopératives sur ces questions de RSE, entre le MOOC, le guide, ce genre de choses. Et ensuite, nous, sur des diagnostics, donc plutôt de l'accompagnement individuel, mais en amont de la réalisation de l'évaluation pour la labellisation, il y a des dispositifs régionaux qui existent. Donc, celui sur lequel on s'appuie le plus, c'est en Nouvelle-Aquitaine, où la région a mis l'éco-socio-conditionnalité des aides. Quand vous faites une demande de fonds FEDER, donc, qui sont des fonds européens, mais gérés par la région. Si vous êtes présent dans le secteur de l'agroalimentaire, il faut avoir réalisé un diagnostic 3D qui est pris en charge à 50%, je crois, voire un peu plus, par la région. Et on voit ces dispositifs régionaux de prise en charge des diagnostics un peu fleurir dans d'autres régions. On a l'Occitanie, PACA, où ça commence à bien se développer. Une dernière question, Benjamin. Est-ce que vous avez associé les salariés des entreprises et comment? Si oui. De quoi? Sur le label? Oui, sur la démarche et l'élaboration de référentiels. Alors, sur l'élaboration du label, on n'a pas été sur une consultation globale des parties prenantes. On a été plutôt sur une consultation, effectivement, des opérationnels des coopératives pour voir si ça répondait à leurs attentes, s'il n'y avait pas d'angle mort. Après, on a eu quand même un gros travail de concertation sur l'élaboration de la norme ISO 26030, qui rassemblait une trentaine de pays et qui était déjà à la base aussi un texte français sur lesquels on était arrivé sur une concertation large, hein, avec un texte ACX 30030 qui a été publié en 2012, qui était la déclinaison de l'ISO 26000 sur le sujet de l'agroalimentaire, mais au niveau français. Donc, sur la constitution du label, une intégration des parties prenantes très limitée, puisque seulement sur les opérationnels de coopératives. Mais par contre, voilà, sur les travaux de normalisation, là, on était quand même sur une concertation assez large. On va conclure. Il y a une dernière question, je pense que c'est à Benjamin. Vous avez 12 000 entreprises adhérentes ou dans le secteur, Benjamin, c'est ça? Ou que non. C'est Isabelle alors? Non, Guillaume, les 12 000, je pense que c'est les 12 000 qui ont participé à l'expérimentation. En revanche, la question d'avant sur les 1000 entreprises, je pense que c'est pour moi. Alors, Aurore, ce n'est pas 1000 entreprises évaluées, c'est 1000 entreprises engagées dans la démarche RSE. Donc, il y en a certaines qui sont arrivées cette année. Hein. Sur l'année dernière, on a engagé 120 nouveaux sites. Donc, on n'a pas encore 1000 entreprises évaluées. On doit en avoir à peu près 500. Et comment on fait? Tout simplement, on a plusieurs organismes tiers indépendants qui mènent les évaluations. Et puis, écoutez, on communique pas mal au sein de la fédération, au sein de l'UNICEM, pour inciter les entreprises à rejoindre la démarche. Donc, on a des difficultés à répondre à la question sur les 12 000 de l'expérimentation. Combien sont évalués? Vous, Isabelle, vous en avez combien d'évalués aujourd'hui? Nous, je dirais que, alors nous, on en a 1000 qui sont 978 sites, pardon, ce n'est pas des entreprises, c'est 978 sites engagés qui sont dans la démarche. Et je dirais qu'il y a environ 500 sites qui sont évalués, puisque entre le moment où ils s'engagent et puis le moment où ils passent leur première évaluation, il se passe en général 1 an, le temps qu'ils préparent leur évaluation. Et puis après, il y a le cycle de 3 ans qui se met en place. Donc, on a déjà des sites qui sont évalués pour la seconde fois. Benjamin, combien vous? Nous, on en est très loin. On en est très loin de l'UNICEM. On en est un peu jaloux. On en est à une dizaine aujourd'hui, avec une autre dizaine qui est en cours d'ici la fin de l'année.
On a vu les chiffres fin 2019, quand on a observé l'ensemble des fédérations. Donc, sur les 12 000, on était entreprises, hein, non pas sites, 300, on était autour de 340 entreprises dans la démarche. Mais c'est les chiffres décembre 2019. Et là, déjà, l'UNICEM bat les 300. Donc, encore une fois, Guillaume, moi, je parle de sites parce que c'est plus représentatif chez nous. Donc, c'est 978 sites, c'est environ une centaine d'entreprises. C'est une petite centaine d'entreprises. Alors, il est 16, on a dépassé d'une minute. On va arrêter les questions et je vais essayer de conclure en répondant et en ouvrant un peu le débat. D'abord, je voulais remercier nos intervenants et vous, les participants. Je pense la plateforme refera sur ce sujet des labels une webconférence au minimum au second semestre. On continuera à travailler là-dessus. Dans les questions qui ont été posées, il y a des questions un peu plus institutionnelles. Il y a une forte attente des parties prenantes de la réponse des pouvoirs publics sur cette histoire de label, puisque je rappelle qu'il y a eu un rapport du Sénat sur le sujet global des labels, il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale sur les labels, tout ça pour répondre à la loi Pacte, rapport de Madame la députée Dubost, et la plateforme a commis ce magnifique rapport en mars. Pour l'instant, le gouvernement et notamment le ministère d'Olivia Grégoire ne nous a pas répondu clairement. Ils savent très bien qu'il y a une très forte attente des organisations professionnelles, des secteurs et des parties prenantes, notamment de la plateforme, sur ce sujet. Sans dévoiler, je sais que la plateforme va recevoir dans sa plénière Olivia Grégoire le 6 juillet et je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur ce sujet. Il y avait une question sur est-ce que vous imaginez de relancer une troisième vague? J'aurais tendance à dire que non, c'était vraiment, pour l'instant, ces 2 vagues d'expérimentation pour pousser les pouvoirs publics à répondre aux attentes en termes d'ouverture au marché public et de reconnaissance par les donneurs d'ordre privés. La ministre a évidemment, on en a parlé tout à l'heure, eu une initiative qui s'appelle Impact, une plateforme où vous pouvez inscrire vos données RSE d'entreprise sur cette plateforme Impact. Toute la question, c'est le lien entre nos référentiels, nos démarches labels, l'évolution des indicateurs aussi RSE, c'est un point majeur, hein, on a vu tout à l'heure, Benjamin nous indiquait qu'il y avait un certain nombre d'indicateurs pour se faire évaluer et toute cette évolution sur les indicateurs extra-financiers en cours à Bruxelles en ce moment, y compris pour les TPE, PME, même si ce n'est pas obligatoire, c'est un gros sujet. Donc, le devenir des labels, cette plateforme Impact et l'évolution des indicateurs, tout ça est lié et on attend de la part des pouvoirs publics français une réponse assez forte pour amener nos PME à se lancer dans la RSE. Et pour qu'elles se lancent dans la RSE, il faut un intérêt à agir. Et c'est ce qu'on a dit dans le rapport, le passage de la moins-disance RSE à la mieux-disance RSE, qui est un enjeu majeur. Je pense, avec ça, avoir répondu aux questions d'Agnès Rambaud. Et donc, je vous remercie encore une fois. Sachez que ça sera disponible sur le site de France Stratégie et de la plateforme RSE, cette séance. N'hésitez pas à y aller et nous relancerons parce que nous sommes en attente d'une évolution de ces labels, du rôle de la plateforme RSE. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de réorganiser au second semestre des plateformes sur le même sujet et notamment pour faire bouger ce sujet qui importe beaucoup aux TPE-PME. Merci et à bientôt, comme dirait le dernier intervenant dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.